Merci beaucoup. Je suis Guillemette Morel-Journel, parce que je suppose quand même que tout le monde ne me connaît pas, c'est la moindre des choses, de l'école d'architecture de Paris-Malaquais. Et je vais donc parler au nom de Annalisa Viati-Navone, qui est très souffrante et qui regrette beaucoup de ne pas être parmi vous, même si elle était tout à fait reconnaissante de l'invitation de la SFA. Et là, en tant que Guillemette Morel-Journel, j'ajoute une petite précision que Annalisa n'aurait sans doute pas faite parce qu'elle est bien trop bien élevée pour ça. Concernant la composition de ce colloque, cela fait quelques années que j'essaye de travailler au sein de la SFA pour qu'elle respecte sinon parité, du moins la conscience que la moitié de l'humanité, ce sont des femmes, et que particulièrement dans le cas des intérieurs, on sait très bien que les architectes femmes sont toutes destinées à être soit décoratrices, soit architectes d'intérieur. Il n'aurait donc pas été très difficile de trouver un peu plus d'un quart de femmes pour parler ces 2 jours. Ceci étant dit, je présente donc le propos d'Annalisa qui va s'intéresser à la notion d'espace intérieur telle que l'a élaborée l'architecte romain Luigi Moretti, né en 1907 et mort en 1973. La brillante carrière professionnelle de Moretti va de pair avec une activité théorique très dense, concentré notamment autour de 2 pôles, celui d'espace et celui de tectonique. Dans un premier temps, on présentera l'horizon culturel dans lequel a baigné Moretti, les sources dont il s'est inspiré pour faire de l'espace intérieur un élément crucial de l'architecture. L'intérieur, en effet, est saisi par le regard, le corps et les sens des personnages qui le traversent, et donc déploie des qualités précises que l'architecte Moretti a détaillées dans la revue Spazio, revue qu'il a fondée et dirigée de 1950 à 1953, et également financée. Ce ne sont pas tous les architectes qui peuvent se permettre de faire ça. Dans un second temps, on procédera à une lecture de l'espace intérieur de la villa Saracena, je ne vais même pas essayer de prendre un accent italien, qui est réalisée à Rome en 1955-1957. Et cette villa illustre la façon dont la réflexion théorique de Moretti s'applique à ses projets, puisqu'il y a toujours un lien entre les deux. On montrera ainsi comment le parcours de conception puis de construction, le chantier, sont pour Moretti des occasions d'ajuster, de reformuler, d'enrichir par de nouvelles intuitions une théorie dont le développement est intrinsèquement lié à sa pratique. Je l'ai déjà dit. Alors, les historiens allemands, August Schwarzhoff, suivi des élèves de Heinrich Wölfflin, là c'est l'allemand qui va faire défaut, donc les élèves de Wölfflin, Brinkmann, Frankel et Seurgel voyaient dans l'espace intérieur la raison d'être de l'architecture, l'élément primordial du projet qui devait focaliser l'interprétation. Ils franchissent ainsi une étape décisive avec la réhabilitation de l'architecture baroque et l'étude des architectures romanes du XVIIe siècle. Ici, l'espace intérieur des édifices, à l'instar de l'espace urbain, était conçu et modelé en vue de bouleverser les sens du visiteur à travers un réseau de stimulation émotionnelle et à aiguiser sa compréhension de l'œuvre par le décryptage de la mise en forme de l'espace. Le séjour que Wölfflin a effectué à Rome entre 1886 et 1887 explique la précocité des traductions en italien de ces textes majeurs. Wölfflin fréquentait aussi l'Institut archéologique allemand, place du Capitole, lequel était bien sûr un lieu pour Moretti qui inaugure la grande saison du baroque grâce à Michel-Ange et à ses structures à
sites tant superposés dans le palais des conservateurs. C'est une notion sur laquelle on reviendra peut-être. Voilà Moretti et la Saacena. C'est d'ailleurs à l'Institut allemand que se crée une cellule d'intellectuels fidèles à l'enseignement de Wölfflin et qui, bien sûr, c'est pour ça qu'on vous en parle, ont beaucoup influencé Moretti. Les travaux d'Antonio Munoz, qui, comme son nom ne l'indique pas, est italien, ses travaux sur Borromini seront mis à l'honneur par Eberhard Hempel, tandis que son travail sur le climat artistique de la Rome du XVIIe le seront par Dagobert Frey et, plus tard, sans doute mieux connu de vous, par Paolo Portoghesi. Wölfflin lance donc les prémices de ce que Benedetto Croce appelle la réhabilitation, je cite, historico-artistique du baroque, laquelle s'épanouit à travers l'opposition entre art de la Renaissance et art baroque et s'articule autour de deux thèses primordiales. D'abord, la mise en pratique par les artistes férus de mécanismes de perception visuelle, la mise en pratique donc des lois de la vision étudiées par les philosophes et hommes de science du XVIIe afin de créer les conditions d'un apprentissage temporel de l'œuvre qui ne résulte que de son exploration spatiale. Ensuite, la mise en résonance du corps humain avec l'architecture, lequel projette sur celle-ci, l'architecture, ses principes constitutifs jusqu'à lui donner un caractère anthropomorphique et anthropométrique. Les artistes baroques auraient ainsi appliqué avant la lettre, les principes de l'Einfühlung, incitant l'observateur à établir une relation d'identification ou d'empathie avec les édifices qu'il perçoit et explore avec son corps, à les saisir à travers un, je cite encore, sentiment corporel. Et je cite ici Wölfflin, de même que l'expression du poids provient de nos expériences corporelles, de même ce qui s'oppose à la gravité est perçu par analogie avec le corps humain. Comme l'a noté Robert Vischer lors de ses premières recherches sur le concept d'Einfühlung, l'homme est naturellement enclin à projeter ses sentiments sur l'objet qu'il perçoit en les extériorisant et en les objectivant. Il affine ainsi la connaissance de lui-même jusqu'à éprouver un sentiment de soi, que vous avez trouvé dans le titre de l'intervention, un sentiment de soi, tandis qu'il s'observe lui-même dans le miroir de soi qu'est devenu l'objet transformé. J'espère que la suite du propos clarifiera un peu ça. Il n'est donc pas surprenant que l'on emprunte le champ lexical du corps pour décrire l'architecture. Elle est faite de membres sous tension, comprimés, gonflés ou étirés comme des ressorts. Elle est pourvue d'une humeur, enjouée ou tourmentée. Elle est capable d'exprimer et de transmettre des sentiments, par exemple la douleur en cas de surcharge, l'inconfort si la position est instable, ou la paix quand l'ensemble est bien proportionné et harmonieux. Ce vocabulaire métaphorique que les historiens emploient pour décrire la morphologie, voire les métamorphoses des œuvres baroques, ce vocabulaire est adopté par Moretti dans ses analyses historiques comme dans la description de ses propres projets. Elles s'inscrivent en effet dans le droit fil d'un climat culturel qui considère que l'espace intérieur est animé de force et d'énergie. Le dit espace est doté d'une vitalité exubérante qui peut déplacer la masse des murs, les plier, les onduler, les projeter vers l'extérieur, autrement dit vers un intérieur que sont la rue ou la place où se dressent les édifices. Il est bien clair que tout cela est de l'ordre métaphorique. Cela introduit naturellement la question du mouvement, non seulement avec les masses qui brisent la planéité des surfaces et font irruption dans l'espace intérieur ou urbain, mais aussi par la présence d'éléments insaisissables à première vue, que l'on ne peut comprendre qu'après une analyse complexe
Analyse complexe qui passe souvent par le dessin et qui induit chez l'observateur un état d'agitation intérieure, la simulation de ses sens et de son intellect. À partir de ces réflexions, Moretti préfigure, très jeune, une série de théories opératoires qu'il formalisera dès les années 50, notamment avec les notions de baroque métahistorique et d'espace intérieur, que je mets entre guillemets parce qu'elle lui donne un sens particulier, notion qu'il sera le premier en Italie à définir avec précision en tant qu'essence de l'architecture. Moretti devance ses prédécesseurs en osant remplacer la dichotomie de Wölfflin entre Renaissance et baroque et celle de classique et baroque par une opposition inédite entre ensemble baroque et ensemble non baroque. Il invite à relire l'histoire de l'architecture selon ces deux catégories qui correspondent à deux modalités de vision, oui, vous pouvez voir, et d'apprentissage de la forme, mais aussi de la mise en forme de l'espace et qui déterminent donc deux types, à nouveau, de perception. Le classique ne serait donc rien d'autre que la négation du baroque, un non-baroque dont la principale caractéristique serait une perception claire, sans la moindre zone d'ombre, rapide à saisir grâce à la coïncidence entre une vision globale et une vision qui résulte de la somme des parties individuelles. Entre autres exemples, on peut citer les structures modulaires, les compositions symétriques et la répétition d'éléments similaires sous une forme simplifiée, comme dans l'architecture du XVe et de la Renaissance, où la pureté de la conception géométrique, que vous voyez là, facilite la connaissance. Quant à la catégorie du baroque, qui est le contraire de celle que vous voyez à gauche, elle inclurait, outre les édifices du XVIIIe, toute autre forme d'art exigeant un apprentissage où la dimension temporelle est fondamentale, c'est-à-dire par moments successifs. L'observateur se verrait imposer une exploration par une déambulation autour de et dans l'édifice, afin d'assembler, dans sa propre mémoire, les images qu'il a perçues de manière isolée. L'adjectif baroque indique donc un type précis de perception, où règne la présence de ce que Wölfflin appelait l'insaisissable, qualité dans laquelle il voyait le moteur et le stimulant des facultés mentales de la personne qui interprète. Mais baroque désigne aussi des assemblages structurés autour d'un certain nombre de foyers de composition, régis par des règles d'association différentes, à l'image de la fontaine des quatre fleuves, à droite, j'ai perdu une image de la fontaine des quatre fleuves, ou de la Pietà du Vatican. Moretti en offre d'ailleurs une lecture originale dans un article sur l'abstraction dans la sculpture baroque, car ces articles théoriques, qui étaient assez ambitieux, abordaient également les questions d'art et pas du tout que d'architecture. Mais outre ces travaux du Bernin et de Michel-Ange, les œuvres contemporaines dues à des artistes qui étaient proches du mouvement de l'art informel ou art autre sont également convoquées par Moretti. Il en faisait d'ailleurs la collection et la promotion lorsqu'il a dirigé une galerie Spazio qu'il finançait également à partir de 1953. Voici donc la couverture du numéro 7 de la revue, qui est, si je ne m'abuse, dessinée par Moretti lui-même, qui en assurait la mise en page. Les personnalités que Moretti invite dans sa revue et dans sa galerie témoignent d'une grande attention à la spatialité. Attention qu'il détaille dans un article intitulé « Structure et séquence d'espace » qui a été traduit
par Luc Baboulet dans le dernier numéro de la revue Marne, et petit moment de publicité également dans un livre qui devrait paraître d'ici un mois aux éditions de La Villette, qui réunit une traduction de l'ensemble des articles de Moretti. Dans Apprendre à voir l'architecture de 1948, Bruno Zevi avait esquissé une brève histoire de l'espace intérieur en architecture, mais sans pour autant parvenir à détailler clairement les critères essentiels pour penser et interpréter l'architecture. Moretti affine lui-même la définition pour le moins sibylline qu'il avait donnée de cette notion, en parlant de, je cite, « substance raréfiée, certes privée d'énergie, mais très disposée à en recevoir à travers 4 qualités. Les 2 premières, qui sont la forme géométrique et la dimension, conservent un caractère objectif, tandis que les 2 autres résonnent à travers ce qu'il appelle un ordre intellectuel et psychologique et restent liés à la sensibilité de l'observateur. Il s'agit de la densité, qui décrit la manière dont la lumière pénètre les intérieurs jusqu'à créer des espaces-lumière, c'est son expression, et la pression ou charge énergétique qui représente les effets des 3 premières qualités sur les émotions de l'usager. Citons ainsi des parois qui semblent onduler vers l'intérieur, comme si elles s'appuyaient sur nos corps, des plafonds dont la forme et la hauteur varient, comme s'ils pesaient de tout leur poids sur nos têtes, et les renfoncements sombres qui nous rebutent ou les vastes zones éclairées qui nous attirent. Et ce dialogue avec l'extérieur change selon les conditions météorologiques, bien sûr. Vous avez donc ici une représentation des charges d'émotion dans différents bâtiments qui sont en plan et qui nécessitent souvent des explications et des gloses vu leur complexité. Donc, tous ces phénomènes déterminent un état de malaise, de tension, d'anxiété ou au contraire de calme et de paix. La représentation de ces états, grâce à des schémas qui sont dérivés de la physique, révèle la fascination de Moretti pour la science et les mathématiques. Il était extrêmement féru de mathématiques et à la fin de sa vie passionné par ce qu'il avait appelé l'architecture parabolique, donc quelqu'un qui était vraiment intéressé par les aspects techniques. La pression est figurée comme la répartition des lignes de force dans un champ magnétique, où les lignes s'épaississent ou se densifient à proximité des charges sur les sections qui sont petites, et où, quand on s'éloigne de la source électromagnétique et que la pression devient quasi nulle, les lignes s'espacent en des champs plus amples. Moretti va donc au cœur de la communication graphique des caractères de l'espace intérieur. Il le fractionne, cet espace, en unités qui sont dotées de qualités spécifiques, puis il les réunit en séquences qui permettent, par comparaison d'éléments, d'en souligner les différentes. Ainsi, dans les fameuses maquettes en plâtre qu'il commande et qu'il réalise, qui sont en fait le côté, le positif d'un vide des bâtiments. Ainsi, disais-je, dans ces maquettes en plâtre, l'intérieur est présenté comme un plein et la manière dense étant définie par l'empreinte de la matrice que constitue l'enveloppe extérieure du bâtiment. Moretti s'attarde d'ailleurs sur la basilique Saint-Pierre, donc un espace intérieur particulièrement complexe et difficile à décoder en raison des nombreuses interventions qui ont été menées par divers architectes de la Renaissance et du baroque. Cette disposition rare
conduit le visiteur à ressentir dès ses premiers pas un paroxysme d'émotion qui est dû à la succession des contractions de l'accès au narthex et de la nef. Voilà. Elles y insufflent la théâtralité du XVIIe jusqu'à conquérir peu à peu un état de contemplation, de détente et de paix une fois que l'on atteint la coupole. L'insistance de Moretti sur l'analyse des séquences d'espace, appliquée à la lecture des chefs-d'œuvre historiques et modernes, le conduit à penser aussi ses propres projets comme des parcours qui sont jalonnés par des événements imprévus et suscitent des éléments d'oppression ou de libération. De même qu'il imagine des dispositifs qui, en vertu de sa théorie du baroque métahistorique, provoqueront, espère-t-il, étonnement et émerveillement. Prenons maintenant l'exemple de l'intérieur de la Villa Saracena, dont les plans sont dessinés immédiatement après l'expérience de la revue et de la galerie Spazio. Francesco Malgeri, directeur du journal Il Messaggero, confie à Moretti ce projet de maison de vacances en bord de mer qu'il compte offrir en cadeau de mariage à sa fille Luciana, qui n'est donc pas malheureuse. Dès les premières esquisses, la villa se présente comme une promenade depuis la route jusqu'à la mer. Vous avez la coupe en verticale. Depuis la mer, où aboutit donc la parcelle qui fait 60 mètres de longueur. Elle s'inspire de la structure des domus de l'Antiquité romaine, en particulier à gauche, la maison du poète tragique à Pompéi, où le décalage de l'axe de symétrie à la hauteur de l'atrium provoque une scission en deux ailes. Je ne sais pas si je vais y arriver. Voilà, il y a des trucs qui partent dans deux directions. Cet exemple avait intrigué le jeune Charles-Édouard Jeanneret, dont vous avez reconnu le croquis, et fascine Moretti. Il reprendra donc cette séquence spatiale riche et complexe dans la Saracena et l'articule par une alternance entre des couloirs bas, étroits et sombres, et des espaces plus ouverts et lumineux. C'est ce que je me rends compte. C'est ce dont on rend compte les pressions qui vont vers l'extérieur ou qui ouvrent plus loin. En pensant l'intérieur, Moretti se fixe un objectif. Je le cite. « Dans une maison, on devrait pouvoir jouer avec des séquences d'espace, même s'ils sont peu nombreux, qui varient en termes de forme et de taille, en harmonie avec les vues et l'organisation des espaces extérieurs, et qui font écho, dans la mesure du possible, aux plus subtiles connexions du mécanisme humain. Une suite de généreux espaces lumineux attenant à d'amples zones extérieures qui permettent de compresser ou décompresser, attenant également à des recoins plus petits et recueillis, tous organisés techniquement dans les moindres détails. Et donc on voit donc que dans cette conception, c'est l'intérieur qui précède la structure et la forme, et il en est donc la matrice. Dans le cas de la Saracena, la séquence est conçue comme un continuum divisible en unités qui s'enchaînent. Le jardin de forme... le jardin de forme ovale, enfin bref, ça suit, et là il y a deux options. Donc le jardin de forme ovale, entre la rue et la façade, le vestibule d'entrée, la galerie, qui est décomposée à son tour en deux sous-unités, l'ovale de la salle à manger, à droite, le salon, une terrasse extérieure, ou dite salle à manger de plein air, une volée de marche qui est nichée entre la maison, qui est en fait au niveau plus haut que la mer, ce qui tombe bien, et la grande grotte, et enfin, au bout,
la plage. La transition entre ces unités est assurée par des espaces seuils de différentes natures qui signalent à l'observateur les variations de volume. Ces variations peuvent être de nature dimensionnelle, lumineuse ou énergétique. Différence de hauteur sous plafond, comme vous le voyez sur l'image de droite. Dénivelé du sol vers le bas, comme on le devine aussi, ce dénivelé qui est une métaphore de la descente vers la mer. Fragmentation aussi des façades pour introduire des axes de vision ou des traits de lumière. Si la profondeur du jardin ovale, qui est au premier plan, est égale au double de la hauteur maximale de la façade nord, c'est pour dévoiler celle-ci dans son intégralité. Comme cela, l'observateur peut saisir la composition plastique du jardin dès qu'il entre dedans, puisqu'il est conçu comme une scénographie qui donne un caractère sacré ou sacralisé au début de la séquence spatiale, qui prépare et introduit un intérieur dont elle fait par ailleurs partie intégrante. Elle est construite sur 3 figures, ou plutôt 3 foyers de composition, qui sont conçus chacun selon une logique autonome et entre lesquels il ne semble y avoir aucun dialogue. À gauche, la tour opaque se dresse et rappelle la silhouette des murs des maisons vernaculaires. Elle abrite la zone nuit, mais l'observateur ne reçoit en fait aucun indice quant à cette fonction, ni sur sa relation avec la deuxième figure, dont elle est séparée par une faille profonde sur la droite. Cette figure, qui est la plus élevée, est surtout la plus ambiguë, ce mur qui se dresse seul. Indépendante, autonome et isolée, avec une épaisseur qui s'amincit de façon irrégulière. En façade, cela donne l'impression d'une déformation, d'un déhanchement. Ce n'est qu'après avoir observé le plan, ou après l'avoir reconstruit mentalement une fois qu'on a fait l'expérience de l'espace intérieur, que l'on parvient à comprendre son identité. Je viendrai à l'image plus tard. Son identité il s'agit en effet de la prolongation, non, je vous le mets quand même, de la prolongation, donc là à gauche, c'est le plan de l'étage, et vous voyez donc le mur qui est à gauche de l'atrium, qui en fait poursuit celui de la structure de la villa. Donc, je recule. Il s'agit là ce que Moretti appelle une figure vue de biais, notion qu'il a théorisée à propos de Caravage, dans un article qui s'appelle d'ailleurs « Discontinuité de l'espace » chez Caravage. Et cette notion, il l'a traduit également, d'un point de vue architectural, dans l'ensemble du Corso italien à Milan, à droite. Venons-en au porte-à-faux, image de droite, de la terrasse solarium qui est au-dessus de l'entrée. Détachée de la figure vue de biais, donc le mur qui la précède, elle semble flotter dans le vide, tandis qu'une modénature de bandes horizontales en relief, voilà, c'est cette bande-là, pardon, excusez-moi. Oui, j'ai employé le mot modénature parce que Moretti a consacré un article entier à la notion de modénature jusque dans l'architecture contemporaine, qui a d'ailleurs été publié dans l'excellente revue Le Visiteur. Je ne sais plus quel numéro exactement, mais c'est une très bonne traduction et ça n'est pas simple, croyez-moi. Donc cette modénature de bandes horizontales en relief, avec une matière épaissie, semble défier le poids et interroge sur le fonctionnement statique de cette figure. Les références artistiques de Moretti sont multiples, on le sait. Elles vont des peintures de Hartung, qu'il collectionnait, aux incisions pratiquées par Fontana, où un trop-plein semble remplacer l'absence de matière.
Or, ce qui se manifeste surtout, c'est la volonté de représenter l'écrasement de la matière sous un poids excessif. Et cet écrasement, il est transmis par empathie à l'observateur qui y reconnaîtra le plissement d'un front et sera envahi par un sentiment de fatigue, compréhensible en cette période postprandiale. Vous avez le plissement du front. Je cite Moretti, « Le sens de la pesanteur est à l'origine de l'acte d'architecturer. Les toutes premières réalisations de l'homme témoignent de la contrainte du poids de la matière et de la nécessité de s'y opposer, de le vaincre ou de s'y soustraire en hissant cette matière au-dessus de sa position naturelle, donc le sol. Nous pourrions y voir le besoin humain de prendre conscience de soi, de se sentir vivant, de se prouver à soi-même qu'on existe, d'exprimer sa volonté d'être de manière tangible et violente. » Moretti affirme à nouveau par là le besoin dont il pense que l'architecture doit créer, besoin d'état d'empathie entre l'artefact et le visiteur. J'en suis où? C'est bon? D'accord. En 1954, Rudolf Arnheim publie un ouvrage important intitulé Art and Visual Perception, ouvrage qui figure dans la bibliothèque de Moretti. Dans cet ouvrage donc, du philosophe de la perception, on va dire, qui fait partie de tout un champ qui passionne Moretti. Donc, dans cet ouvrage, l'auteur insiste sur la nécessité de décrire des objets à travers leurs propriétés physiques, mais aussi dynamiques, pour en saisir je le cite, mouvement immobile, paradoxal, c'est-à-dire les éléments et les caractères qui sont à l'origine des sensations kinesthésiques qui sont produites malgré l'absence de locomotion réelle. Et là, on voit l'intérêt aussi de Moretti pour l'art cinétique. Arnheim associe aux formes ce qu'il appelle humeur dynamique innée, indépendante de l'observateur, mais aussi de l'artiste, qui se nourrit de la similitude avec les physionomies du visage humain. Selon donc cette interprétation, les rides que l'on voit sur la façade, enfin sur le garde-corps du solarium, les rides sont à la fois l'humeur et la qualité dynamique. Elles transmettent en effet la sensation d'effort du corps humain lorsqu'il doit vaincre la gravité. Et là, Moretti fait explicitement référence au torse humain qui est soutenu par les supports minces et fragiles que sont les jambes. Ces rides sont donc des simulacres des plis baroques ou de ce que Didi Huberman appelle les draperies de toutes choses touchées par le temps. Dans ces ondulations, ces sortes de vagues, Warburg reconnaissait également les accessoires en mouvement des figures, des traces de vie organique dont la matière garderait encore le souvenir. Vous voyez que la question de la gravité qu'on a évoquée ce matin est au cœur du propos. Le porte-à-faux de la terrasse est l'élément principal du patio d'entrée, donc le porte-à-faux qu'on voit sur l'image de droite, c'est-à-dire du premier seuil spatial. Il est surélevé de quelques marches, ce seuil, par rapport au niveau du jardin, afin que, nous dit Moretti, les habitants puissent déposer au pied de l'escalier les affres du monde extérieur, qu'ils puissent se préparer psychologiquement et spirituellement à entrer dans l'intérieur domestique, purifié et libéré de toutes les tensions. C'est donc bien un lieu sacré dans lequel nous pénétrons après avoir senti le poids de la matière planer au-dessus de nos têtes et avoir accompli cet acte de recueillement. Je cite encore Moretti, « La maison, c'est ce qui est à nous, le seul espace qui puisse nous abstraire de la vie quotidienne publique, de ses vicissitudes immenses et minuscules. » L'atrium est à son tour
caractérisée par la loi de la double axialité, qui est un dispositif dynamique théorisé par Arnhem. Ce dispositif découle ici de la forme trapézioïdale de l'atrium qui ouvre sur deux perspectives différentes qui ont toutes deux la mer pour toile de fond. Dès le seuil de l'entrée, la demeure apparaît donc comme une traversée qui est vouée à rejoindre l'étendue marine à travers deux parcours alternatifs. Celui de gauche mène au jardin et permet de voir l'intérieur de la galerie depuis... Voilà, donc, on est ici et on voit l'intérieur de la galerie. De gauche, à travers la semi-transparence de la façade orientale, la mer est au sud, ou celui de droite qui offre la découverte de la chaîne des lieux domestiques jusqu'à la terrasse sur la roche, qui est donc cette salle à manger d'été, terrasse qui n'exclut pas pour autant la vue sur le jardin, c'est-à-dire le parcours auquel on a renoncé, puisque si on décide d'emprunter un chemin, on ne prend pas l'autre. De plus, l'atrium apparaît comme l'endroit d'où l'on peut saisir la construction de ce que des critiques ont nommé une véritable phrase cinématographique, c'est-à-dire un montage de différents épisodes architecturaux et paysagers, épisodes qui sont réunis dans un unique photogramme dit cubiste. L'ouverture de l'espace au moyen des deux perspectives stéréoscopiques, la vision simultanée de l'intérieur de la galerie et de son enveloppe extérieure, de la forme et des fractures de la toiture, du principe structurel de la galerie, l'allusion à certains espaces dont on pressent l'existence, tout cela fait de la villa une composition synthétique. Elle résume une série d'informations qui sont en général transmises lors de l'expérimentation spatio-temporelle et qui sont réunies ici en une seule image afin d'inciter l'observateur à procéder à une exploration analytique. En retour. Parlons des espaces. La salle à manger, que vous voyez, opère un gonflement de la promenade. Il était sur la droite, au bout, sur les plans. C'est ce que Moretti qualifie de zone imprévisible, qui est à cheval entre la galerie et le salon, et dont on ne prend conscience qu'au moment où on en est déjà à l'intérieur, puisqu'elle est tellement connectée. Quelle est la particularité de cette cavité ? En plan, elle s'impose comme un lieu à part. Le carrelage, que vous voyez, et l'éclairage artificiel diffèrent de ceux des autres unités, et le sol est décaissé. Mais elle est placée à la jonction entre la couverture de la galerie, qui est là, excusez-moi, entre la couverture de la galerie et celle du salon, plus loin. Le plan et la toiture véhiculent donc des messages contradictoires et témoignent d'un déplacement entre les systèmes spatiaux que Brinkmann et Fasolo avaient identifiés au début du XXe siècle dans de nombreux exemples baroques en Bohème et que Christian Norbert-Schulz définira dans les années 70 comme une interpénétration syncopée où l'espace défini par le plan est déplacé par rapport à l'espace défini par la voûte. Donc voilà une autre vue où on voit mieux cette histoire de plafond. Cette disposition spatiale provoque une impression de suspension et de désorientation, laquelle est accentuée par l'ambiguïté du pilier qui soutient la couverture nervurée du salon, tout en étant intégré à l'enveloppe ovale de la salle à manger, dont il s'affranchit cependant à mi-hauteur. Je ne suis pas très sûre de pouvoir vous expliquer tout ça. Il crée une transition entre une unité qui se conclut et la suivante qui commence, et revêt le double rôle de mur en bas et de pilier en haut,
à la jonction avec la couverture, en imprimant par sa position une rotation du parcours vers la mer de l'observateur. Piliers et couverture orientent donc la promenade vers le sud. Ils invitent à sortir dans le jardin pour descendre vers la plage en traversant le dernier segment scénographique de la séquence spatiale qui s'achève sur l'unité de ce qu'on appelle la Grande Grotte. Assez spectaculaire. Que voici. Cet espace hypogée, ombragé, minéral, aux parois de grès, est séparé de la plage par un ultime seuil d'espace, le portail magique, comme l'appelle Moretti, qui a été réalisé par l'artiste Claire Falkenstein, qu'exposait souvent Moretti. Cet entrelac de rubans de fer forgé, effilés et arrondis aux extrémités, embrasse de grosses gemmes de verre coloré de Murano. Désolée, en fait, le reportage photographique de cette maison est assez limité et donc vous n'aurez pas de photos en couleur. Cet entrelac définit une trame qui, à l'instar des toiles d'araignée, n'a plus ni recto ni verso, mais propose deux types de lecture. Depuis l'intérieur sombre de la grotte, l'enchevêtrement des ferronneries se découpe sur le fond lumineux du ciel et de la mer. Et depuis la rive, l'obscurité de la grotte semble atténuer la trame de métal, tandis que les rayons du soleil exaltent l'éclat des gemmes de verre et réverbèrent leur couleur vive. Vous me croirez sur parole. On voit quand même, on devine quand même quelques cabochons. Il s'agit là encore d'une œuvre mobile insaisissable qui engage le spectateur à saisir en mouvement une unité qui est instable et changeante. Une structure baroque qui, comme les œuvres informelles qui relèvent de l'art dit autre, exprime la volonté de l'artiste de concevoir, je cite Michel Tapier, une critique, la volonté donc de concevoir une œuvre avec ou sans thème, devant laquelle on prend conscience peu à peu de disparaître. Tout un programme, stupeur, extase et surtout enchantement, qui désigne pour Moretti ce qu'il appelait un dépassement du temps, de l'expérience artistique, et permet à l'esprit d'accéder à une sphère supérieure. L'enchantement en italien a une connotation d'idée de sortilège, et il est alors considéré comme le contenu et la finalité de l'œuvre d'art. Il s'agit de créer un état de profonde communion et d'atteindre à un summum d'empathie entre l'artiste et l'observateur par le biais de l'objet créé par le premier et contemplé par le second. Annalisa vous remercie. Voilà.